Bonjour les secondes 7. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du texte de Joachim du Bellay que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé leur travail et je ferai comme d'habitude un petit bilan pour chacun d'entre vous. Alors, donc ce nouveau sonnet offre une variante intéressante parce que c'est un blason ironique. Il reprend les codes de l'éloge en les appliquant à une caractéristique négative du personnage féminin. Ça constitue ce qu'on appelle un contre-blason. Et comme dans le blason du lait éteint, on retrouve la vieillesse associée à la laideur. Alors, je vous lis ce poème pour vous le remettre en tête. Ô beaux cheveux d'argent mignonnement retors, ô front crespe et serein, et vous, face dorée, ô beaux yeux de cristal, ô grand bouche honorée, qui d'un large repli retrousse tes deux bords. Ô belles dents d'ébène, ô précieux trésor qui fête d'un seul ris toute mon âme namourée. Ô gorge damasquine en s'emplit figurée, et vous beau grand étain digne d'un si beau corps. Ô beaux ongles dorés, ô mains courtes et grassettes, ô cuisses délicates, et vous, jambes grossettes, et ce que je ne puis honnêtement nommer. Ô beau corps transparent, ô beaux membres de glace, ô divine beauté, pardonnez-moi de grâce, si pour être mortel, je ne vous ose aimer. Alors, dans la première question, on vous demandait de moderniser l'orthographe de ce texte. Donc, il fallait donc le réécrire juste en modernisant l'orthographe. Là, on ne vous demandait pas de le réécrire en français moderne, mais par exemple, doré, il fallait penser au vers 2 à mettre l'accent aigu. Le cristal, au vers 3, ça s'écrit avec un i. Honoré, pareil, et les deux, un large repli, c'est I. Les deux bords, c'est pas avec un Z, mais avec un S. Pareil pour les dents, au vers 5, les dents d'ébène. Donc vous voyez bien qu'on est encore dans une langue du XVIe siècle, dont les règles orthographiques n'ont pas encore été fixées. Donc cette réécriture, elle avait pour but de vous familiariser avec cette langue du XVIe siècle. Par ailleurs, le fait de réécrire un texte permet de mieux le comprendre. C'est souvent à ce stade que vous comprenez finalement la nature ironique de ce blason qui aurait pu vous échapper en fait à la première lecture. Alors ensuite, ce qu'on remarque, aussi, c'est quand même que la réécriture va évidemment perturber la métrique du vers. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de mal à avoir des alexandrins. Par exemple, on pourra tomber sur certains vers qui font 11 syllabes ou 13 syllabes et non plus 12 en fonction de la modernisation de cette orthographe. Excusez-moi, juste une seconde. Vous pouvez faire un petit peu moins de bruit ? Merci. Vous pouvez aussi remarquer dans ce texte le fait que l'adjectif grand au vers 3, grand bouche honorée, aujourd'hui est devenu grande bouche honorée, mais à l'époque c'est encore un adjectif qu'on dit épicène, c'est-à-dire qu'il peut être aussi bien masculin que féminin, et on retrouve cet adjectif, le fait que cet adjectif était au départ épicène dans une grand-mère, et pas une grande-mère, ou une grand-rue, et non pas une grande rue. Alors ensuite, dans la question 2, on vous demandait ce qui rapproche ce sonnet du blason. Alors, plusieurs caractéristiques, l'énumération de diverses parties du corps, les cheveux, le front, la face, les yeux, la bouche, les dents, la gorge, les tétins, les ongles, la main, la cuisse, la jambe. On remarque d'ailleurs que l'ordre de ce portrait reprend en le continuant celui qui avait été proposé par Ronsard dans son éloge de Marie. D'autre part, on a certaines marques d'éloge, par exemple la répétition de beau ou de belle. Dans la question 3a, on vous demandait comment le poète invoque-t-il les parties du corps féminin et on vous demandait en particulier d'observer la ponctuation, la forme et le type de phrase dominant. Alors, jusqu'à l'avant-dernier vers de phrase
Jusqu'à l'avant-dernier vers, le blason est constitué de phrases nominales, c'est-à-dire des phrases fondées sur des noms, hein, dont le noyau va être un nom et non pas un verbe. Ces phrases nominales sont autant d'apostrophes aux parties du corps. Elles se manifestent par l'emploi de l'interjection « au » et sont de forme exclamative. Alors, est-ce qu'on s'attend à un éloge ou à un blâme? Évidemment, on s'attend plutôt à un éloge, parce que quand on fait ce « oh là là », au accent circonflexe, généralement, c'est ce qu'on s'adresse à un dieu, une déesse. C'est une marque de vénération. Donc, on attend plutôt un éloge. Finalement, dans la question 4, à regarder d'un peu plus près la caractérisation des parties du corps, finalement, le blâme apparaît. Les cheveux sont retors, c'est-à-dire indisciplinés. Le front et la gorge sont ridés, crêpés, damasquinés. Ils forment 100 plis. Le teint est sombre, doré. Alors aujourd'hui, ça pourrait apparaître comme étant une caractéristique positive, d'avoir le teint doré, allé, bronzé. À l'époque, pas du tout. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ceux qui ont le teint bronzé, c'est ceux qui travaillent dans les champs, les paysans. Les personnes nobles, au contraire, se doivent d'avoir la peau blanche, très pâle. Elles se protègent à tout prix, les femmes se protègent à tout prix du soleil. C'est pour ça qu'elles portent par exemple de grands chapeaux. Alors si on continue, on voit que la bouche est déformée et pendante, que les dents sont noires. Je vous rappelle que l'ébène est un bois particulièrement sombre. Les yeux sont sans couleur, ils sont de cristal, ils sont transparents, ils ne brillent pas. Le corps est imposant avec ses grands tétins, ses jambes grossettes. Hein. Donc le blâme finit par apparaître derrière ce qui au départ aurait pu sembler être un blason, donc un éloge du corps féminin. Dans la question 5, vous devez rédiger un paragraphe d'analyse, c'est-à-dire finalement faire à peu près la même chose que dans le texte de Mélin Saint-Gelais. Attendez, j'ai un vieux doute. Dans le texte de Mélin Saint-Gelais, oui, c'est ça, pardon. Dans le texte de Mélin Saint-Gelais, à la question 8, vous aviez aussi à rédiger un paragraphe d'analyse. Là, c'est la même chose. Hein. Donc, il fallait donc commencer par montrer que ce texte était un blason ironique, montrer pourquoi c'était un blason ironique, donc parce qu'il y a les caractéristiques du blason, mais qu'à côté de ça, la thématique du blason, enfin, le fait que le blason était un éloge était détourné ici en une critique, hein, un blâme. Et il fallait faire une petite phrase de conclusion. Ensuite, dans l'expression orale, il s'agissait de faire une comparaison entre le poème 3 et le poème 4, donc le poème de Ronsard et ce poème de Du Bellay, les présenter, dire ce qui les rapproche, ce qui les distingue. Vous pouviez donc le faire à l'oral, donc en m'envoyant un fichier audio sur WhatsApp ou sur mon mail, hein, peu importe. Donc cet exercice d'oral devrait normalement vous permettre, de vous appuyer sur les formes poétiques des textes, qui sont identiques, hein, ce sont des sonnets, les caractéristiques du genre du blason, l'ordre de la description par exemple, l'énonciation, c'est-à-dire un poète qui parle à la première personne et qui s'adresse à la femme aimée sous la forme d'un vous, le vocabulaire qui caractérise les parties du corps, mais ce qui les oppose, d'un côté un lyrisme un peu bucolique, on l'a vu pour le texte de Ronsard, de l'autre l'ironie et la grivoiserie, et les enjeux les opposent, d'un côté une déclaration d'amour, d'un autre une déclaration de dégoût. Voilà, donc cette expression orale, vous pouviez l'envoyer de cette manière-là. Si vous avez choisi de ne pas l'envoyer sous forme orale, vous pouviez aussi l'envoyer sous forme écrite en faisant un petit tableau. Voilà, pour mémoire, le prochain texte sur lequel vous allez travailler, c'est le texte de Scarron.
Et donc là aussi, on est dans l'ordre du contre-blason, puisque on a bien une description du corps féminin, et plus particulièrement de la bouche, des dents, du rire, du sourire, mais non pas dans un enjeu d'éloge, mais dans un enjeu de blâme. Voilà, donc je vous laisse le soin de faire les différents textes les différentes questions qui vous sont posées. Et dans l'expression écrite, essayez de jouer le jeu d'établir un plan détaillé à partir des axes qui vous sont proposés. Un plan détaillé, donc ça veut dire que vous allez faire des sous-parties, 2 ou 3 sous-parties par grand axe, et que vous allez mettre à chaque fois 1, 2, 3 exemples commentés pour justifier l'idée que vous avez développée. La question 10 est sous forme d'expression orale. Là encore, vous pouvez m'envoyer votre travail sous fichier audio, soit par mail, soit par WhatsApp. Pensez bien que, outre le fait que vous devez laisser percevoir la tonalité satirique du texte, vous devez aussi respecter le fait que ce soit des alexandrins. Donc pensez à la règle du E muet. Je vous le rappelle, le E muet, quand il est, c'est le E à la fin d'un mot, quand il est devant un mot qui commence par une voyelle, on ne le prononce pas, on ne le prononce pas pour une syllabe. Pareil, quand il est à la fin du vers, on ne le prononce pas. En revanche, si le mot suivant commence par une consonne, il faut compter ce E muet, le dire, et donc le compter comme étant une syllabe. Donc au final, lorsque vous allez travailler sur la versification de ce texte, il faut que vous ayez obligatoirement 12 syllabes à chaque fois. Vous pouvez faire des petits traits au crayon à papier entre les syllabes et souligner les E que vous ne devez pas oublier, éventuellement mettre entre parenthèses les E qui ne se prononcent pas. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante à votre place. Voilà, donc quelques conseils pour aborder le texte de Scarron. Et on se retrouve très vite pour poursuivre notre travail sur la poésie, en espérant avoir l'occasion de nous revoir en vrai pour finir ce travail où nous aborderons au final des textes beaucoup plus récents qui nous parlent toujours du corps de la femme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.